Je pense que c'est bien plus agréable maintenant. Il n'y a plus de résonance. Donc, on représente aujourd'hui la Maison du Père François et moi-même, Jaël Desgaret. Je suis directrice des services cliniques à la Maison du Père. Et je suis avec donc, mon PDG, M. Boissy. Alors, bonjour à tous. Et qu'aujourd'hui, on va prendre un petit 40 minutes pour vous parler de la Maison du Père et aussi de ses partenaires, de comment on travaille en partenariat, sachant qu'on est un organisme communautaire et que forcément, on ne peut pas répondre à tous les besoins à nous seuls. Donc, on se crée bien des corridors de services pour être apte à offrir le maximum à notre clientèle. En sachant que la clientèle de la Maison du Père, elle dessert principalement des hommes de 25 ans et plus. Donc, c'est vraiment notre clientèle cible au niveau de l'ensemble de nos services. Je vais laisser François vous mettre un peu dans le contexte historique de la Maison du Père et aussi le développement que la maison a fait depuis déjà 50 ans, je pense. Depuis plus de 50 ans, Jaël, mais merci beaucoup. Quel beau titre qu'on a aujourd'hui, donc le partenariat entre le réseau de la santé et les organismes communautaires. Je résume ça en un mot ou deux. C'est ensemble. Alors, c'est ensemble qu'on peut faire une différence au quotidien. Je suis très heureux de pouvoir partager cet atelier avec Jaël et de démontrer le cheminement que la Maison du Père a pu faire et les virages qui ont été pris au fil des ans afin de simplement moins travailler en silo et plus travailler en partenariat parce que la Maison du Père, on ne peut pas tout faire, hein? On n'a pas l'expertise en tout. Alors, on a besoin des partenaires du réseau de la santé, des partenaires d'organismes, la police. Bref, on fait affaire avec tellement de gens incroyables qui nous permettent de sortir de plus en plus d'hommes de la rue où elles risquent de devenir. Alors, c'est un peu la démonstration qu'on va vous faire au fil des ans, comment la maison a évolué dans chacun de nos services en vous présentant notre continuum de services. Anciennement, quand on revient dans notre passé, la Maison du Père, si on revient en 69, on parlait de refuge avec 12 lits, avec la vie dans une petite maison. On est rendu très loin de tout ça. Alors, on va vous en faire la démonstration et vous expliquer où on est rendu. Et voilà, avec quelques défis, mais surtout vraiment un partenariat qui est incroyable et la maison peut beaucoup grandir au fil des années. Je vais nous parler de notre continuum. Alors, comme vous voyez sur le PowerPoint, je vais vous parler du continuum. Je vais commencer à partir du court terme. Pourquoi? Parce que dans le fond, au départ, notre continuum a vraiment commencé avec le court terme en termes d'urgence, de refuge. Donc, ce qu'on appelle le court terme, c'est les services d'hébergement d'urgence qui, auparavant, était communément appelé le refuge. Et c'était vraiment un refuge où on pouvait accueillir jusqu'à 194 personnes l'hiver. Mais avec la pandémie, c'est sûr que c'est une autre réalité en termes de capacité d'accueil. Aujourd'hui, on accueille 96 personnes et ce qui était du refuge s'est transformé en centre d'accueil, d'hébergement et de référencement. Parce que dans le fond, on a vraiment eu comme vision de dépasser un peu la réponse à des besoins de base en termes de gros volume, mais plutôt d'aller vers un espace d'urgence, mais qui permettrait aux personnes de commencer des démarches de stabilisation. Donc, vous voyez qu'au court terme, vous avez l'urgence, le référencement, des soins spécialisés et la convalescence. Parce que dès l'urgence, on veut adresser les soins de santé. Pour notre clientèle, les soins de santé, c'est un défi énorme, tant au niveau de l'accès que même au niveau de la préoccupation personnelle de sa propre santé. Donc, il y a vraiment un défi énorme pour notre clientèle à ce niveau-là. Au niveau toujours sur le continuum, notre moyen terme s'adresse vraiment aux personnes qui sont rendues à se préparer à une réinsertion sociale. Donc, c'est vraiment nos programmes de réinsertion sociale tant à l'interne, c'est-à-dire avec des phases différentes. Il y a une phase d'accueil, d'intégration, il y a des chambres dédiées aussi.
et des studios qui servent à simuler, si vous voulez, à stimuler plutôt la vie en logement, à la simuler dans le sens où ces personnes-là vont être proches de la sortie. Ils s'en vont en logement autonome pour savoir vraiment c'est quoi leurs acquis, qu'est-ce qu'ils ont à développer de nouveau. Ils vont être en studio à ce moment-là. Et la fin du continuum, c'est le long terme. Au niveau de long terme, vous voyez, on a plusieurs réponses de long terme dans le continuum et c'est ce qu'on veut. Parce qu'on veut miser sur des réponses à long terme ou permanentes pour vraiment stabiliser quelqu'un et faire en sorte qu'elle soit plus dans un cycle de vie d'itinérance. Donc, c'est pour ça que vous avez la résidence Via de Sèvres, qui est une des seules résidences RPA certifiées dans le milieu d'itinérance. Et on a aussi donc, des services d'accompagnement social pour les personnes qui sont déjà en logement, mais qui ont besoin, par exemple, d'une fiducie, d'une gestion de budget pour ne pas qu'ils perdent leur logement. On a un projet L'Envolée. En fait, c'est des logements dans le secteur privé, mais subventionnés. C'est un partenariat avec l'OMHM. Et on a aussi le projet Logement Montréal, qui est un partenariat avec 4 grands organismes. Enfin, vous parlera plus de nos grands partenaires. Et enfin, on a un hébergement qui est un soutien communautaire, c'est la Maison Wolf. C'est une ancienne maison de chambre qui a été transformée en partenariat avec l'OMHM en milieu de vie. Et là, il y a 56 chambres où les personnes peuvent rester 5 ans et plus pour vraiment avoir accès plus tard à un HLM. Donc, c'est vraiment ce continuum-là, c'était l'un des premiers continuums. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a une réalité qu'il faut adresser, c'est la question de la prévention. Et notre prévention, notre service de prévention a démarré cette année, mais était en construction depuis déjà un bon 2 ans. Et aujourd'hui, on est encore en train de le bonifier avec la construction d'une plateforme numérique en prévention. C'est sûrement dans un autre contexte, on vous en parlera plus en détail. Et je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo pour vous mettre un petit peu, avoir un visuel de c'est quoi notre service Accès Santé en termes d'unité de convalescence, à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout le monde voit l'écran juste pour être sûr. C'est bon? Oui. Alors, là. Pas de son. Oui. Ah oui. Bien ça. Ah, ça. On va continuer le temps que le technicien revienne. Je vais continuer avec vous, puis je vous montrerai la vidéo par la suite. Alors, donc on va continuer avec nos partenaires santé. Mais avant ça... Avant toute chose, on va vous parler de nos 493 solutions d'hébergement. Alors, c'est là où on est rendu. En fait, si ce ne serait pas de la pandémie, on serait à 601 solutions d'hébergement. Alors, c'est voilà où on en est rendu avec la maison du Père. Donc, quand on pense maison du Père, souvent, on va penser à l'urgence et au référencement, mais c'est trop, c'est 96 lits. Présentement, c'était 194 à ce temps-ci de l'année, normalement,
en mesure d'hiver et d'urgence, mais voilà, la pandémie exige qu'on a réduit de 50 d'occupation de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle maintenant aussi donc l'urgence et le référencement, donc le cadre que Gilles vous a démontré, qui est vraiment extraordinaire. Hein, puis je fais une petite parenthèse, puis je suis toujours comme ça. Depuis qu'on a, on a eu une opportunité, vous savez, la pandémie nous a amené une chose, une opportunité de revoir nos services. Et le service qui a été revu, il y en a deux, principalement, l'urgence et le référencement. Donc, on n'appelle plus notre FUGE comme tel, on l'appelle le CAR. Pourquoi? Bien, on l'a séparé en deux, l'urgence et le référencement. Le référencement, donc, il y a à peu près 50-50 dans les 96 lits, mais le volet d'hébergement, de référencement, c'est vraiment extraordinaire. Il faut vous donner une statistique rapide. Depuis entre le 1er juillet et le 1er octobre, on a eu 402 demandes d'adhésion au programme de référencement, donc l'accès à un toit ou à un référencement, donc des personnes en situation d'itinérance, donc des PSI, qui lèvent la main et qui veulent avoir vraiment cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que en temps normal, quand vous avez 194 personnes dans un ancien refuge comme on avait peut-être, pour créer des liens, on avait peut-être dans une année 300 à 350 rencontres qu'on avait individuelles auprès de ces personnes-là, parce qu'on était plus dans la surveillance qu'autre chose. Pendant la pandémie, avec 96 personnes, on était au-dessus de 300 rencontres par mois. Fait à 300 personnes par mois, de là, les 402 personnes qu'on a eues dans le programme, donc on est rendu, je crois, à notre quatrième cohorte, quatrième cohorte, donc à un taux de placement quasiment à 100 de gens qui sont soit qui sont placés en logement, des retours à la famille, des retours en région, dans d'autres organismes. Donc, il y a une prise en charge avec un toit et un départ organisé pour la majorité, pour la grande quantité, on peut dire même deux. Alors voilà, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Outre ça, vous pouvez voir qu'on a une résidence pour aînés. Un peu avant la pandémie, on avait 76 chambres, on l'a monté à 87 chambres privées. C'est une APA privée, donc certifiée, comme j'ai l'a très bien expliqué. Le volet accès santé, donc les 8 lits de convalescence avec 2 chambres en soins oncologie. Ça, c'est encore une particularité chez nous. On a développé en 2016 des soins palliatifs à la Maison du Fer, mais la demande est devenue tellement grande du côté des soins oncologie. Donc, on s'est mis, on a quand même fait un changement. Maintenant, on fait et l'oncologie et le palliatif. Le palliatif, on applique les directives ministérielles. Donc, au niveau de la résidence pour personnes âgées, on maintient les gens le plus longtemps dans leur propre unité et ce qui nous permet dans les 2 chambres de pouvoir faire les deux. Donc, quand on a une référence de l'extérieur, de faire du palliatif, mais surtout quand on a les références qui nous viennent du réseau de la santé, on peut à ce moment-là avoir des demandes en oncologie et permettre aux gens de suivre des traitements en onco. D'ailleurs, on a 2 chambres, mais en fin de compte, on déborde toujours nos 2 chambres parce que la demande est trop forte. La réinsertion sociale, on a présentement 50 unités. C'est un petit peu moins que la capacité maximum à cause de la pandémie. Donc, ça va s'avérer entre des lits en accueil et intégration, des chambres privées, des studios, le soutien communautaire, la Maison Wolf, elle en a parlé, donc depuis 2015, on a 57 chambres. Les programmes sont, en passant, les programmes sont tous complets. Et notre stabilité résidentielle, donc c'est tout le volet accompagnement social, le projet de l'envolée avec 17 suivis, c'est des logements privés subventionnés, et bien entendu, le projet de logement Montréal, que je dois vraiment vous faire une petite parenthèse sur le projet de logement Montréal, qui est le plus gros projet SRA au Canada, qui est la Maison du Père et fiduciaire. C'est 576 suivis par le projet de logement Montréal, dont 126 qui sont des hommes de la Maison du Père. Le consortium est vraiment fait en partenariat. C'est une vision qui a été commencée donc en 2015 et
c'est là qu'on a arrêté de travailler en silo à la Maison du Père, mais avec nos partenaires, donc avec l'Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil, Oberry Mission et la Maison du Père. On s'est unis ensemble pour pouvoir faire le plus grand projet SRA au Canada. Et à partir de là, au début, on était supposé faire seulement 250. Maintenant, on est rendu à 576 dans ce projet-là. C'est absolument incroyable. On a quasiment une cinquantaine d'employés juste dédiés à ce projet Logement Montréal-là. Donc, ça fait vraiment une très grosse différence. Et bon, puis bien entendu, dans la vision de la Maison du Père, on a des projets de développement qui ne sont pas indiqués là. On est en chantier sur un projet de 54 studios en collaboration avec le SHDM. Donc, on va avoir vraiment un beau projet en réinsertion sociale. Donc, notre projet, notre volet réinsertion sociale et maintien en logement est rendu vraiment le plus gros, la plus grande source de suivi en communauté auprès de nos hommes, comparativement avant où on parlait toujours de refuge qui occupait la grande majorité de notre occupation. Maintenant, le refuge, c'est 20% à peine et en quelques mois, ça va être à 17% de notre offre de service à la Maison du Père. Voilà, ça vous donne un beau portrait de la maison. On peut continuer avec la prochaine diapo au niveau de nos alliances santé. Il y a la personne pour la vidéo. Je vais profiter, vu que le technicien est arrivé, je vais profiter pour vous partager de nouveau la vidéo. Ça devrait fonctionner. Accès santé que vous allez voir. Et ça va vous donner un visuel. La Maison du Père, ce qu'elle propose, c'est un service d'accès santé où on va retrouver une unité de convalescence qui va être dédiée en fait à des hommes de 25 ans et plus et qui vont pouvoir séjourner dans l'unité dépendamment du traitement qu'ils ont à faire, dépendamment du besoin, mais l'unité vient en fait pallier à ce besoin de se stabiliser, le temps de se remettre un peu sur pied après une intervention. Donc, l'unité de convalescence, elle existe depuis déjà 2013, dans le fond. On a dû l'arrêter avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. Et là, on repart. Mais on veut vraiment repartir sur de bonnes bases et vraiment expliquer qu'est-ce qu'on peut faire versus qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce que notre équipe, c'est quand même une équipe, une petite équipe, mais dévouée et efficace. Donc, on a une équipe de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières auxiliaires pour le moment. Et où on s'en va avec l'unité de convalescence, c'est proposer au total 8 lits de convalescence, que ce soit une convalescence pour quelqu'un qui n'a pas d'adresse et qui se retrouve, qui sort d'une hospitalisation, ou quelqu'un qui sort d'une hospitalisation aussi, mais qui a une adresse, mais pour qui le retourner en logement, vu qu'il est déjà précaire en logement, ça pourrait faire en sorte qu'il perde son logement. Donc, on veut favoriser la stabilité résidentielle, fait qu'on a quelques places qui seraient dédiées à ces personnes-là. Et en plus de ces 8 places-là, on aurait 2 chambres pour les personnes qui ont des besoins de traitement, de soins d'oncologie, en fait. Donc, le processus, c'est vraiment d'adresser le dossier. Nous, on va l'étudier, on va regarder l'ensemble du dossier. Et dans un 48 heures, on va pouvoir vous donner une réponse pour savoir est-ce que le monsieur va être bien chez nous? Est-ce que c'est vraiment nous la meilleure ressource dans ce contexte-là ou pas? Donc, nous ne pouvons pas accepter de personnes qui ont besoin d'une machine respiratoire ou une personne avec des troubles cognitifs ou santé physique sévère qui nuirait un peu, qui serait vraiment en perte d'autonomie. L'unité de convalescence ne serait pas faite pour cette personne-là. Et ça veut dire aussi que les personnes doivent avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire faire leur transfert eux-mêmes s'ils sont en mobilité réduite et être capables de prendre leur douche aussi eux-mêmes.
Donc, il y a une certaine autonomie au niveau des activités de la vie quotidienne à prévoir quand vous nous référez quelqu'un. Et d'ailleurs, les références se font uniquement par un professionnel du réseau de la santé, soit un DS, soit une infirmière. Et en fait, vous allez avoir accès à un formulaire que vous allez pouvoir remplir, qu'on va vous présenter plus tard, mais pour nous donner vraiment un profil complet et biopsychosocial de la personne qui va être référée. Ce que votre patient a aussi besoin de savoir avant de lui proposer l'unité de convalescence, c'est que l'unité se trouve à l'intérieur de la maison du père, donc c'est une vie en communauté. Ça vient avec un code de vie à respecter, ça vient avec une tolérance zéro au niveau de la violence. Donc nous n'accepterons pas quelqu'un qui a un potentiel de violence aggravée. Il va falloir qu'il approuve, qu'il accepte de signer un code de vie et qu'il s'y conforme. Et bien sûr, les chambres aussi ne sont pas forcément des chambres fermées où il va être juste tout seul de relations sociales. On ne pourra pas accepter un patient dédié. On n'est pas là pour remplacer les hôpitaux ou des niveaux de surveillance accrus. On veut vraiment être un complément à une suite d'hospitalisation. L'équipe clinique santé de la Maison du Père peut offrir à nos patients, à la clientèle, dans le fond, des soins d'urgence comme des changements de pansement, désinfecter une plaie. Et ça vient aussi avec des soins de l'accompagnement plus à la gestion de la médication. Donc, on peut leur donner leur médication, on peut les aider à comprendre la médication. Et c'est un peu le volet éducation qu'on a au enseignement. C'est vraiment les aider à mieux comprendre leur maladie pour ensuite avoir une meilleure alimentation ou de meilleures habitudes de vie pour éviter qu'au final, on soit dans une dégradation de la situation parce qu'ils n'ont pas tout compris ou ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire par rapport à ça. Fait que c'est... Voilà. Je peux revenir. Parfait. Donc, on revient un petit peu. Fait que vous avez vu un peu comment sont situées comment sont organisées les chambres. Ça vous donne une idée aussi du service qu'on offre. Et qu'on va passer directement justement aux partenaires santé qui travaillent avec. Au niveau des partenaires santé, ce qui est important de comprendre, c'est que comme on accueille des personnes qui arrivent avec des enjeux et des psychosociaux, mais médicaux aussi très diversifiés, donc on est allé chercher différents partenaires. Par exemple, sur le centre d'accueil et d'hébergement en référencement, on a quand même des travailleurs de proximité qui vont venir, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et au niveau de notre résidence RPA, on a une entente avec 2 médecins qui viennent 4 fois dans le mois. Et François, c'est une entente qui j'étais pas là à ce moment-là, et je vais pouvoir plus vous parler de l'historique de cette entente-là pour comprendre comment ça s'est un petit peu bâti et puis en quoi c'est vraiment essentiel dans les soins qu'on offre en résidence. Oui, ça vient d'abord avec le support qui vient du côté de la SAPA. Pour bien comprendre qu'on a une résidence pour personnes âgées, mais notre résidence pour personnes âgées, c'est pour toutes nos personnes en situation d'itinérance. Donc, ça a pris un certain temps. La pandémie a permis au réseau des personnes âgées de comprendre qu'on n'avait pas que des résidents, mais c'est des résidents qui ont toujours un bagage qui traîne derrière eux. Donc, on a une clientèle extrêmement particulière chez nous. Alors ça, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors, les 2 médecins qui nous accompagnent depuis de nombreuses années se partagent, excusez l'anglicisme, mais le caseload, donc 87 résidents de la Maison du Père, qui ont une moyenne d'âge qui frôle de 70 ans. Donc, quand vous mettez le facteur rue et le vieillissement du corps prématuré d'une personne en situation d'itinérance, on a vraiment besoin de ce support-là. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est plus de 70 qui ont un problème de santé mentale. Vous remontez quelques années en arrière, on était à peine à une cinquantaine, à 50 Aujourd'hui, on est
vraiment là, dans les 70-75 %. Je n'ai pas vu les statistiques de cette année, mais c'est vraiment dans ce côté-là. Et la plupart d'entre eux ont tous des problèmes chroniques de santé. Alors, d'où le fait d'avoir des médecins sur place je vous dirais que la majorité, 90 %, ce sont ces deux médecins qui suivent nos hommes d'une façon au moins une fois par mois. Donc, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Alors, ils sont avec nous à la résidence pour une durée de séjour d'environ de 5 à 6 ans. Ça, c'est la moyenne. Mais il y en a certains qui vont être chez nous pendant plus de 10 ans. Alors, il n'y a pas un cas qui est pareil. En maison du père, on s'adapte à la personne. Chaque personne a son propre plan clinique, ce qui est une particularité de la résidence. Donc, ils ont tous un profil clinique et vraiment un plan d'intervention qui est cool, parce qu'on ne trouve pas ça dans notre résidence, mais chez nous, avec notre particularité, c'est quelque chose qui est présent. Alors, de là, les médecins, de là, les infirmières reliées à la RPS, selon les besoins des médecins aussi, qui est un boss. On a parlé tout à l'heure au niveau de l'oncologie avec le CHUM, mais c'est la même chose. Je peux en parler si tu veux. Oui, je te laisse. Pour le CHUM, dans le fond, au niveau, et puis avant de passer au CHUM, je voulais juste faire un petit coucou à Julie Denis, qui est notre coordonnatrice de la résidence, qui est présente avec nous. Ah. Et que ça se peut qu'elle vous envoie des petits cues sur le chat. Donc, dans le fond, au niveau du partenariat avec le CHUM, on a deux volets à ce partenariat. Il y a le volet oncologie, parce qu'au départ, on s'enlignait sur 2 champs, mais aujourd'hui, en ce moment, sur les 10 places, 80 %, c'est des personnes qui viennent pour un traitement en oncologie. Donc, ils sont avec nous. Ils ont été référés par le CHUM ou par d'autres hôpitaux. Et s'ils n'avaient pas cette opportunité de se stabiliser le temps d'un traitement de chimio, de radiothérapie, ben, les équipes médicales, dans ce temps-là, en fait, ils ne s'en vont pas vers un soin de cancer, ils vont vers un soin d'oncologie parce que ça prend la stabilité. Et on a ouvert depuis peu. Mais on a déjà un monsieur qui a reçu ses résultats la semaine dernière. Il avait un cancer à la gorge et il y a peu de traces de cancer. Fait qu'on est très content d'avoir au moins une première réussite à ce niveau-là. Le deuxième volet du partenariat avec le CHUM, c'est un volet, le projet IDI que vous voyez un petit en bas. Ce projet-là, c'est que le CHUM nous a approchés dans le sens où ils ont des utilisateurs de drogues injectables qui, du fait de la consommation, des risques d'une consommation non sécurisée, se retrouvent avec des infections généralisées qui sont vraiment, qui peuvent amener jusqu'à la mort si elles ne sont pas soignées. Et là, ils nous ont dit, nous, on peut leur donner le début du traitement, mais on ne peut pas les garder à l'hôpital, c'est qu'ils ressortent, mais ils ressortent dans un milieu qui va juste, où ils vont se réinfecter, et là, ça va être la porte tournante à l'hôpital. Et on s'est dit, bon, on va travailler ensemble pour offrir à ces personnes-là qui n'ont pas d'adresse le milieu stable, le temps du traitement. Et c'est un projet qui est en démarrage, donc on devrait accueillir notre premier client d'ici début décembre. Il aura un Noël avec nous. Donc voilà pour le volet santé. Les 2 autres points sont aussi des ententes de longue date que dans le fond, la Maison du Père a pris avec François au niveau des soins palliatifs et qui va pouvoir vous donner aussi les détails de ces 2 ententes. Bien, disons que c'est parti en 2016 au niveau des soins palliatifs. Lorsqu'une personne à notre résidence est tombée dans une situation de fin de vie, le transfert se faisait automatiquement dans le réseau de santé. Et on a eu énormément de témoignages de personnes nos résidents, qui voulaient terminer leur vie, ou du moins à la Maison du Père. Pourquoi? Bien, en général, ils n'ont pas de famille. C'est la Maison du Père et leur famille. Donc, et tout est organisé autour de la Maison du Père, de pouvoir, avec des bénévoles, avec les auteurs, avec les employés. On a des accompagnements, des visites amicales, le volet spirituel aussi. Tout est organisé. Alors, envoyer quelqu'un chez une conjointe ou ailleurs, faire en sorte que tout ce volet-là était difficile et on décide d'aller de l'avant, mais comme on n'a pas cette expertise-là,
on est obligé de travailler avec. On a réussi à trouver un partenaire extraordinaire qui est la Société des soins palliatifs du Grand Montréal. Alors, c'est en place depuis ce temps-là. On va aussi l'adapter, du moins avec le CHUM aussi, donc de ce côté-là. Alors, il y a vraiment des belles possibilités. L'important, je crois, c'est de permettre à la personne de pouvoir quitter quelqu'un qui tient la main. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on s'occupe aussi des services funéraires. Donc, le soin palliatif vient boucler un peu l'espace qui manquait entre devoir partir de sa chambre dans notre exemple pour personnes âgées, puis ensuite de s'occuper des funérailles. Il y avait un vide et on l'a comblé. Voilà, dans notre prochain point, c'était les soins de podiatrie du cégep de Marie-Victorin. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça reprend le 8 décembre. Là. Ça va être bienvenu par la part de nos hommes. Alors, c'est vraiment des médecins qui viennent une fois par mois avec 15 infirmières en stage qui vont donner des soins de pied. C'est vraiment extraordinaire quand on voit cette journée-là. Ils sont tous installés, ils parlent même qu'à en salle. Personne en situation d'itinérance, mais ça marche beaucoup. Donc, ça a besoin de soins de pied, surtout en hiver. Donc, c'est un volet préventif qui est vraiment extraordinaire. C'est un volet qui est un partenariat qui dure depuis de nombreuses années et qui est fort bienvenu donc, à la Maison du Père. Nous avons bien sûr, avec la pandémie, dû créer rapidement des partenariats pour gérer tout le volet pandémie comme itinérance. Donc, on voulait quand même vous le mettre pour que vous ayez l'information et sachant que ça a marqué nos derniers 1 an et demi a été marqué par ce partenariat avec la santé publique. On n'avait pas forcément de partenariat dans ce sens-là. Et là, il a fallu créer une trajectoire itinérance, une trajectoire RPA où on a levé un peu le flag en disant ben, on a une RPA nous aussi. Donc, on a besoin d'être inclus dans vos communications et dans les trajectoires. Et les trajectoires, ce que ça dit, c'est surtout, dans le fond, ça répond aux questions. Si vous avez un résident ou une personne dans l'hébergement d'urgence qui est positif, il s'en va où, comment et pour combien de temps? Donc, et comment il revient? Donc, ça a été tout ce volet-là avec en plus le volet dépistage au sein même de la Maison du Père pour pouvoir repérer les positifs, repérer les attentats, les personnes jugées jaunes, comme on dit, dans le sens où ils peuvent être à risque et mettre en place donc aussi la livraison des matériels pour le dépistage et pour la protection des employés. Et ça a été vraiment un gros volet qui a pris énormément de temps. Maintenant, au niveau de nos alliés psychosociaux, comme François vous disait, on a une clientèle particulière, mais une clientèle aussi qui arrive avec beaucoup d'enjeux au niveau psychosocial et qui n'ira pas par elle-même vers le circuit du réseau public, du réseau de santé et services sociaux. Donc, il y a une philosophie qui s'est installée avec le CIUS qui est de travailler de proximité, d'avoir le plus de travailleurs de proximité au sein même du milieu, au sein même de l'organisme. Donc, on a depuis maintenant 2-3 ans, pratiquement, 2-3 ans, l'intervention d'une infirmière et d'une travailleuse sociale qui sont au CLSC des Faubourgs et affiliés au service itinérance qui viennent directement au CAR, au centre d'accueil d'hébergement en référencement, et qui font des permanences. Donc, sur leur permanence, leur rôle, c'est beaucoup de réaffilier. Parce que dans notre organisme, ils vont avoir, oui, accès à des soins de pansement, des choses comme ça, mais le plus gros, quand il s'agit de vraiment une prise en charge psychosociale, de soutien psychologique, ça, on ne peut pas l'offrir. Donc, ils viennent créer un lien au sein de la maison pour ensuite ramener cette personne-là dans le réseau de santé et services sociaux et l'affilier à des équipes multiples. Donc, c'est vraiment ça leur rôle et c'est un rôle super important. Tout comme la travailleuse de proximité en dépendance, avec le volet dépendance, elle nous donne accès à des premières évaluations ou à l'éducation aussi par rapport à la consommation et même l'après-hébergement d'urgence en réinsertion sociale plus spécialisée avec le centre de réadaptation. Ben,
elle fait le lien, elle fait le pont. Fait que c'est nos gros agents de liaison, en fait, quand ils viennent à la maison du père. Pour ce que vous voyez au niveau du prisme, c'est vraiment le même principe aussi de réaffiliation, mais axé sur la santé mentale. Et là, on travaille avec nos gros partenaires comme Accueil Bono, Mission Bon Accueil, OBN. Ils ont tous un volet prisme qui s'amène de l'organisme. Oui, si je peux ajouter, Gérald, on parle de partenariat, hein, je pense, depuis le bout de l'atelier. Et c'est un des premiers constats qu'on a pu faire, c'est et je vais prendre les paroles de Matthew Pierce, qui était l'ancien PDG d'Overbury Mission. Il a toujours comme exemple, quand il dit la Maison du Père a développé des soins palliatifs. Alors, à l'époque, si on remonte il y a plusieurs années, si la Maison du Père faisait des soins palliatifs, Mission Overbury Mission a développé des soins palliatifs. Maintenant, si Overbury Mission ont un cas qui a besoin de soins palliatifs, ils vont transférer la personne à la Maison du Père. Il ne créera pas un autre même chose, un projet en soins palliatifs. La Maison du Père, on n'a pas un projet PRIS, nos partenaires ont des programmes PRIS. Donc, quand on a quelqu'un qui a besoin d'avoir le service, on va référer chez eux. Donc, on essaie de ne pas dupliquer, de ne pas se doubler dans nos services, mais vraiment de se compléter dans l'offre de services des quatre gros organismes qui étaient à l'itinérance. Ça, c'est vraiment, on ne travaille plus en silo, mais vraiment en équipe. Un autre partenaire qui est quand même récent aussi, qui date d'un an, c'est la société John Howard. C'est une société qui est connue beaucoup sur les provinces anglophones, mais qui commence vraiment à se développer au niveau du Québec. Et leur mandat principal, c'est de préparer les sorties de détention pour justement éviter que quelqu'un se retrouve à la rue après une sortie de détention. Donc, on a décidé de travailler avec eux parce que l'aspect criminalisé, c'est une grosse barrière dans la réinsertion sociale. Et bien souvent, ils ne peuvent pas tous aller chez la famille. Et quand ils savent qu'ils ont déjà un pont qui peut se faire vers un hébergement, réinsertion sociale, sans passer par la case hébergement d'urgence, je ne sais pas où je vais dormir demain soir, ben, ça aide vraiment à baisser l'anxiété et à remotiver la personne à reprendre un peu le contrôle au niveau de sa vie, sans se faire doublement criminaliser. Et c'est un peu ça notre partenariat avec John Howard. Les autres partenaires que nous avons, c'est la clinique d'optométrie de proximité. François, on a un petit peu partout. Mais c'est toujours dans cette philosophie, j'amène la santé à la maison du père où se trouvent les messieurs. Comme ça, ils vont faire le premier pas vers leur santé. Donc là, la clinique, elle vient directement dans nos murs et elle rencontre en moyenne, quand ils sont là, ils vont rencontrer 15 personnes facilement pour vraiment faire du repérage au niveau de plusieurs soins. Je pense que tu disais la cataracte. Oui, ben c'est parce que dans l'optométrie peut détecter la cataracte, peut déterminer des problèmes de diabète, des problèmes de cœur, bref, de pression artérielle, tout se voit dans les yeux. Alors, les références se font via notre service d'accès santé, puis via le médecin. Alors, tout ce continuum de services santé embarque. Alors, c'est vraiment un beau projet. Et maintenant, bien, la clinique d'optométrie n'est pas seulement à la Maison du Père, mais dans environ une dizaine d'organismes. Donc, c'est vraiment un beau projet qui a été mis en place, là, qui a pris naissance à la Maison du Père, mais qui est rendu dans d'autres organismes. Alors, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment, c'est tout ce qui est médecine de proximité. C'est vraiment ce volet est important, que ce soit même au niveau du coiffeur. On a un coiffeur qui vient aussi, des équipes de coiffeurs qui viennent à la Maison du Père, mais nos hommes de la rue ne vont pas chez le coiffeur, ils ne vont pas chez l'optométriste. Tout ce volet-là est très important de pouvoir donner cet accès-là. Ça fait vraiment une grosse différence au quotidien. L'autre partenaire commun, c'est la clinique juridique en itinérance. C'est un partenaire important, surtout en termes de stigmatisation, d'amendes aussi à payer qui ne sont pas toujours suivies. Là, ça peut amener un séjour en détention. Fait que la clinique fait 2 permanences par mois et les personnes peuvent directement venir consulter l'avocat en stage, un stagiaire.
mais Monsieur Tremblay, qui est le directeur de la clinique, lui, il fait le suivi des dossiers et ils vont l'accompagner jusqu'à la cour et jusqu'à la résolution du problème, sachant comment le droit peut être compliqué. Donc, c'est vraiment une aide super importante et qu'ils apprécient aussi, vraiment. Parce que ça les décharge de beaucoup de pression, beaucoup de peur aussi, de retourner en résidentiation, quelque chose qu'ils veulent, mais ils n'ont pas forcément l'argent pour régler toutes ces dettes-là. Donc, ils se font accompagner à partir de là. On a même les jeunes barreaux qui viennent à la maison du père aussi pour une activité. Mais je veux dire, il y a autant d'autres services, là, je veux dire, on a, pour vous donner une idée, la pharmacie, on a des ententes avec 3 pharmacies, puis on a quand même tout près de 600 personnes donc, qui ont besoin de médicaments ou qui sont suivis. Alors, on ne peut pas y arriver seul. Alors, on a des partenariats avec 3 pharmacies qui s'occupent d'approvisionner la maison du père, mais surtout nos hommes. Donc, on est en contact continuel. Alors, je les remercie. Je donne un exemple, le groupe MIR en employabilité. Ce qu'on s'est rendu compte, on ne peut pas tout faire à la maison du père, fait qu'on travaille de plus en plus avec des partenaires externes. Donc, on en fait un peu d'employabilité à la maison du père, mais il y a des organismes qui sont spéciaux qui font que de l'employabilité. Alors, ça incite et ça va dans une vision qu'on peut avoir en réinsertion sociale, par exemple, que notre participant se lève comme vous et moi pour aller travailler le matin, d'aller chez MIR, d'aller travailler, de sortir de la maison. C'est ce qu'on essaie de but visé. On a des partenaires incroyables avec l'ASPVM à plusieurs niveaux, là, avec EMIC dans le métro, avec Argon pour des cas un peu plus complexes qui vont nous appeler. Le projet réduction de les fraudes qu'on vient de mettre en place avec la Caisse des Jardins, avec l'aide sociale, maman, que notre partenaire qu'on a aussi, Sciences Maladie. Donc, on va faire les cartes de Sciences Maladie. Alors, on vient de faire notre 4e séance, je crois, où on a inscrit des gens dans tout, qu'on peut redonner les identités, tout va faire dans la même journée. Alors, ça fait partie de nombre incroyable de partenariats. Si vous allez sur notre, qui va être publié dans quelques semaines, notre rapport d'activité, vous allez voir qu'on a plus d'une centaine de partenaires quotidiens qu'on travaille avec. Donc, on ne peut pas tous vous les énumérer. On s'est concentré vraiment sur un volet qui était plus réseau de la santé aujourd'hui. Mais je tiens à mentionner qu'en alimentation, le volet en entretien technique, maintenant, on a des partenaires incroyables à tout niveau. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on vous a présenté le gros tableau, mais effectivement, François Dillon, on ne peut pas tous les présenter, il y en a tellement. Nous, on veut se déployer un peu, vous voyez ça comme une étoile là, avec plein de branches. On est au centre et puis on veut se déployer comme ça pour vraiment subvenir à la majorité des besoins qu'on peut rencontrer dans nos services. Donc, c'est vraiment